plutôt positive, ça dépend de quel point de vue on se place, évidemment. Mais quand on voit qu'il a nommé Michael Flynn à la conseiller à la sécurité nationale, un poste, vous savez, hautement stratégique aux États-Unis, là on parle vraiment du monsieur qui va veiller à la sécurité des États-Unis, donc c'est pas rien. C'est l'ancien directeur du DIA aussi, qui a un CV long comme ça, mais qui s'était fait connaître, remarquer, et évidemment dans la fachosphère, chez les méchants d'Internet, parce que ce monsieur, il avait fait des déclarations fracassantes sur le fait que les États-Unis soutenaient Daesh, et que c'était complètement une erreur, et que les États-Unis avaient même créé Daesh. In order to isolate the Syrian regime, the US saw the ISIL caliphate coming and did nothing. Yeah, I think that where we missed the point, I mean, where we totally blew it, I think, was in the very beginning. I mean, we're talking 4 years now into this effort in Syria. Most people won't even remember. It's only been a couple of years. The Free Syrian Army, that movement. I mean, where are they today? Al-Nusra, where are they today? And how much have they changed? When you don't get in and help somebody, they're going to find other means to achieve their goals. And I think right now what we have allowed is... Hold on, you were helping them in 2012. We've allowed this extremist... You know, these extremist militants to come in. But why did you allow them to do that, General? You were in post. You were the head of the Defense Intelligence Agency. Well, those are policy. I took the liberty of printing out Salafists, the Muslim Brotherhood, and Al-Qaeda in Iraq are the major forces driving the insurgency in Syria. Mm-hmm. In 2012, the US was helping coordinate arms transfers to those same groups. Why did you not stop that, if you're worried about the rise of quote-unquote Islamic extremism? I mean, I hate to say it's not my job, but my job was to ensure that the accuracy of our intelligence that was being presented was as good as it could be. And I will tell you, it goes before 2012. I mean, when we were in Iraq, and we still had decisions to be made before there was a decision to pull out of Iraq in 2011. I mean, it was very clear what we were going to face. Well, I admire your frankness on this subject. What we were going to face. Let me just, before we move on, just to clarify once more, you are basically saying that even in government at the time, you knew those groups were around, you saw this analysis, and you were arguing against it. But who wasn't listening? I think the administration. The administration turned a blind eye to your analysis. I don't know if they turned a blind eye. I think it was a decision. I think it was a willful decision. Donc vous voyez, ce monsieur a été évincé évidemment après ses propos, et aujourd'hui il est réintégré par la grande porte et ça devient le grand patron. Donc ça vous laisse quand même voir que tous ceux qui disaient oui, bah il va se coucher, etc. Non, il va appliquer, il pense une partie du programme, en tout cas, même s'il pourra pas tout appliquer, on le sait très bien, mais en tout cas faire des nominations comme ça marque. Et puis il y a la nomination sur laquelle tout le monde hurle aussi, parce que ce monsieur était un complotiste avéré, etc., qui est son ancien directeur de campagne. Et pareil, qui va occuper un poste. Alors, mince, j'ai oublié de le noter. Lui, c'est pareil, c'est un poste stratégique aussi. Je me rappelle plus. Oh là là, bon, c'est pas grave. Il va occuper un poste stratégique. C'est un monsieur issu, comme on dit, de la complosphère, des jaunes. Tout le monde se lève. C'est l'extrême droite la plus horrible, le plus dégueulasse. En tout cas, c'est des gens, moi, qui me paraissent avoir une volonté de faire évoluer les choses, changer les choses. En tout cas, d'avoir pris en compte certaines réalités que malheureusement les hommes politiques ont beaucoup de mal à réaliser, enfin le monde médiatico-politique. Après s'être planté sur le Brexit, planté sur Trump, pareil le Brexit, vous voyez, on va faire des liens comme ça partout, le Brexit. Theresa May, elle a pris des mesures quand même assez incroyables, elle compte baisser le taux d'imposition sur le bénéfice des entreprises pour le ramener à 15%. Tous ceux qui me disent, qui hurlaient en disant le Brexit, toutes les entreprises, les sièges sociaux européens vont s'enfuir immédiatement et vont quitter Londres et venir. On avait déjà Hidalgo qui disait venez à Paris et venez là. Bah oui, ça certainement. Ouais. Voilà. On apprend aussi dans la foulée que les fameuses sanctions qu'on comptait appliquer sur le Royaume-Uni en lui mettant la pression sur le fameux marché ouvert, les barrières douanières européennes, Merkel a dit pour le moment rien n'est remis en question, mais bien évidemment quand les Allemands ils vendent des voitures aux Allemands, des voitures aux Anglais, ils leur vendent absolument tous les produits, vous croyez que tout va s'arrêter comme ça, qu'on va imposer des barrières douanières, couper le commerce, etc. Ben non, ça ne se fait pas. Et ça aussi, c'est ce que disent les vrais
évidemment anti-européiste qu'il avait prévu depuis longtemps en nous disant, vous voyez, il ne se passera rien parce que chacun a son intérêt. Les Allemands, c'est leur intérêt, ils vont pas d'un coup brader leur intérêt puisqu'ils vendent aux Anglais et les Anglais achètent aux Allemands. Hein. Voilà, c'est ça la réalité. Et du coup, la pression qu'il devait y avoir sur le fameux, traité d'union douanière dans lequel les Britanniques auraient dû se trouver en position de faiblesse en fait face à l'Union européenne, pas du tout. Les Anglais s'en fichent complètement et de toute façon, ils savent très bien qu'ils seront obligés de trouver un équilibre parce que eux aussi sont évidemment des importateurs des produits européens. Donc tout le monde a besoin de tout le monde, on va pas se leurrer. Finalement, tout ça donne raison, encore une fois, évidemment, à tous ceux qui prônent la sortie de l'Union européenne, parce qu'on se retrouve mieux. Un peu comme disait Ségolène Royal, vous vous rappelez dans l'interview qu'on avait débunkée ici, où elle disait, oui, vous voyez, à force, les gens vont comprendre qu'il y a plus d'intérêt qu'à sortir qu'à rester. Some members of your government in France who say, you know what, the Brits cannot be given a good deal because if the deal looks too good, it'll simply encourage others to think about making the same exit. There will be, the word is the contagion. Yes. You worried about that? Il peut y avoir une contagion, évidemment. Il peut y avoir une contagion. Si le fait de voter ne change rien, ou si on continue à tirer plus d'avantages de sortir de l'Union européenne que d'y rester, mais bien sûr qu'il va y avoir une contagion. Bah oui, les gens vont le comprendre très très vite, hein, parce que de toute façon les choses sont en train de bouger partout en Europe. Il y a une situation aussi d'un autre pays qui mérite un focus en ce moment, c'est l'Italie. Ah, parce qu'en Italie, pareil, on n'essaye pas de trop vous expliquer. Hein. Vous avez remarqué, en France, là, c'est les primaires. Hein. Voilà, on va en parler après, mais c'est les primaires. Il se passe rien d'autre. Et pourtant, il y a un référendum en ce moment, qui va se jouer bientôt en Italie, où il y a un enjeu assez particulier. C'est donc le Premier ministre, Matteo Renzi, qui demande un changement constitutionnel, en fait. Hein. Il veut modifier la Constitution, pour expliquer, en gros, il y a une espèce de constitution en Italie avec un pouvoir à peu près égalitaire sur les deux chambres, puis on voudrait changer tout ça, je crois, faire qu'une chambre, simplifier le processus. Mais évidemment, il a posé sur la table son propre mandat en disant si les gens répondent non, je m'en vais. En gros, donc provoquant évidemment, on sait, grande crise politique. Hein, vous connaissez les Italiens, ils ont connu des gouvernements à répétition. Enfin, il y a quand même une espèce d'instabilité institutionnelle en Italie. Et donc, ce référendum, si le non arrivait, évidemment, serait déclaré majoritaire, Matteo Renzi donc quitterait le pouvoir, on réorganiserait probablement encore des élections, et à ce moment-là, il y a le mouvement de Beppe Grillo, mouvement 5 étoiles, qui est en embuscade. Hein. C'est un mouvement qui avait déjà connu des grands succès. Je crois qu'ils avaient remporté 23 ou 24% des sièges, ce qui signifiait que c'était quasiment autant qu'en face. Et en face, en plus, ils avaient fait une alliance pour pouvoir le contrer. Et il avait fait quasiment autant. Puis il a gagné des villes. Hein. Je crois il y a Rome, Turin, etc. Machin. C'est un mouvement qui est en pleine expansion. Et lui, alors, ce que reproche, alors j'ai déjà vu des analyses même aussi du PR là-dessus, qui disent oui, mais il demande pas clairement la sortie de l'Union européenne. En tout cas, visiblement, apparemment, il demande un référendum pour la sortie de l'euro. Mais sachant que la sortie de l'euro est équivalent à la sortie de l'Union européenne, on le sait juridiquement, ça a été confirmé, même la Commission l'a rappelé dans une note, etc. Tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, en tout cas, les observateurs nous indiquent ça comme aussi un coup supplémentaire dans le mur de l'Union européenne, venant cette fois du Sud. Hein. C'est la botte italienne qui pourrait mettre un coup dans le derrière sans qu'on s'y attende. Et là, Matteo Renzi, donc voilà, il met son truc sur la table, mouvement 5 étoiles en embuscade. L'Union européenne, elle commence à trembler parce que quand on remonte un petit peu plus haut, hein, quand vous voyez l'Italie est au-dessus, il y a l'Autriche. Hein, l'Autriche. Donc l'Autriche, vous savez, c'est un pays, il y a quoi, il y a 8-9 millions d'habitants, hein, c'est un pays très riche, hein, voilà, c'est un peu le prolongement de la Suisse, espèce de Suisse, pareil, prolongé un peu l'Autriche, hein, finalement, ça se ressemble beaucoup, voilà, très développé, très technologique, des gens qui sont très soucieux aussi de l'environnement, vous voyez, c'est un peu la mentalité comme les Allemands,
peu très écologique. Et donc les Autrichiens, par contre, sont, je sais pas si vous le savez, c'est un pays qui a 6 frontières, puisqu'ils sont comme ça au centre de l'Europe, et donc submergés évidemment par ces vagues migratoires, en plus qui vont en Allemagne, mais beaucoup aussi qui viennent en Autriche. Alors ils ont même déclaré dans la Constitution un état d'urgence migratoire, ils l'ont même défini, pour fermer les frontières, etc. Et donc il y a ce parti, le FPO, le Front populaire autrichien, prononcé FPE, parce que c'est le haut tréma. Et donc ce parti avec à sa tête Norbert Hofer, qui avait remporté l'élection, quasiment, là. C'était au mois de septembre, là, il avait remporté l'élection. Puis il y a eu des fraudes, en fait. Donc le président qui avait remporté, ils ont dû annuler l'élection. Puis l'élection avait été reportée. Puis on a redétecté encore des choses qui n'allaient pas. Puis ça a reporté l'élection. C'est vrai que pour un pays européen, on n'avait pas l'habitude. Ça, c'était plutôt dans des pays, plus du côté du sud qu'on voyait ça. Et puis finalement, on voit que non, ici aussi, voilà, en Europe, dès lors qu'il y a des enjeux, on voit que tiens, les élections, c'est plus si clair, etc. quoi. Et donc les Autrichiens sont appelés aux urnes là bientôt le 6 décembre, et on anticipe, et bien sûr, cette victoire de Norbert Hofer, et tout le monde tremble. Je vous dis, ça va faire trembler. Là, il vous en parle déjà à demi-mot. Il suffit d'écouter les discours. Alors là, ils sont quand même extraordinaires. Donc il parle de l'Autriche en ce moment. Vous voyez, on anticipe déjà la situation en nous disant attention, les extrêmes droitistes sont partout en embuscade dans toute l'Europe, parce qu'il y a les fameux aussi démocrates de Suède, on entend sur un mot. Et donc ils sont tous qu'est-ce qui se passe en Europe et tout. Et donc on nous parle de l'Autriche, et dès qu'on cite l'Autriche en exemple, et en plus qui vient en exemple à chaque fois. Alors c'est marrant parce qu'il y avait une autre fois, il y avait un débat, voilà, à Tali Ménard. Sur France 2, avec Rokhaya Diallo, et qui évoque cette question-là en disant mais pourquoi les partis finalement d'extrême droite cartonnent, on le vend en poupe comme ça dans toute l'Europe. Alors au début, Attali veut donner l'exemple en disant mais c'est à cause de la crise économique. Puis on lui dit bah non, parce qu'il y a des pays qui sont en crise économique, certes, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas, et ils connaissent exactement la même beauté. Et on cite le cas de l'Autriche. En disant bah ouais, l'Autriche, non, pas de crise économique en Autriche, effectivement, pas de chômage, c'est un pays qui se porte très bien, et pourtant, c'est bien l'extrême droite qui a bien le vent en poupe, enfin l'extrême droite, dans la définition, vous l'avez compris, doxaïque. Et donc ça contredit. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit Attali? Ça, c'est fascinant. Oui, mais l'Autriche, c'est un pays néo-nazi qui a pas soldé son passé. Bon, alors voilà, on commence à vous expliquer, les Autrichiens, de toute façon, c'est des néo-nazis. Dans pas longtemps, on vous rappellera qu'Hitler est né en Autriche, ce qui est tout à fait vrai. Et donc, et blablabli, et blablabla. Donc, quand vous allez voir, ce Norbert Hofer arriver, c'est déjà des petits enfants d'Hitler et des choses machin, etc. Donc, le lien sera fait. On est déjà en train de jeter comme ça l'opprobre aux Autrichiens, comme à l'époque quand il y avait Jürg Haider qui était arrivé président, et que pareil, l'Autriche était devenue aussi le pire pays d'Europe, etc. Et pour avoir été d'expérience personnelle, je vous dis que les Autrichiens sont des gens absolument civilisés. Moi, je suis toujours étonné, effaré de tous ces comment on arrive nous à traiter les gens comme ça, parce que je sais pas s'ils se rendent compte de dire oui, c'est des néo-nazis, par rapport eux à leur passé, en plus de la façon, parce que en Autriche c'est effectivement comme en Allemagne, il y a, contrairement à ce que dit Attali, non, ils n'ont pas de culpabilité, au contraire, ce sont des pays, vous savez très bien, il y a une espèce de castration presque qui a été faite sur cette question. Les gens sont traumatisés, Alors, je peux vous le dire d'expérience, nous quand on est en France, on parle comme ça, vous savez, on fait référence à la Seconde Guerre mondiale, je veux dire un peu trop souvent, à toutes les sauces, et même quand on veut. Là-bas, ça n'a pas le même sens. Quand vous faites référence à la Seconde Guerre mondiale, tout de suite, il y a une espèce d'ambiance un peu honteuse qui s'installe, etc., très tabou. Voilà, c'est gênant. Donc, imaginez quand vous entendez maintenant que ces gens-là vont entendre qu'on parle d'eux, les néo-nazis, les salauds d'Autrichiens, etc. Alors qu'en fait, quand vous intéressez, les Autrichiens sont comme les autres. Moi, c'est des gens tout à fait sensés. Et simplement, face à l'invasion que connaît l'Europe, moi, je le dis, oui, une invasion
invasion, c'est une véritable invasion organisée, parce qu'il faut arrêter de jouer les bisounours avec toujours non mais les pauvres réfugiés qui traversent pendant 11 ans, tout ça est organisé, il y a des gens qui s'enrichissent, évidemment que il y a des pauvres boucs là-dedans, mais arrêtez de me dire que tout ça, non, il faudrait l'accepter comme une fatalité du sort, parce que c'est l'humanité, c'est machin, et l'humanité, ça va jusqu'où? L'humanité, ça va jusqu'à les 9 milliards d'habitants qu'il va falloir déménager là sur le continent européen, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Voilà, donc ça, c'est l'ambiance, voilà, dans laquelle on est en ce moment, avec voilà l'Autriche, donc qui va probablement basculer, l'Allemagne avec le Alternative für Deutschland, qui, on le sait, un parti qui était monté il y a quelques mois, qui commence à cartonner, les élections qui auront lieu aussi en Allemagne l'année prochaine. On va surveiller ça à la loupe. Mais vous allez voir, avec, vous savez très bien aussi Pegida, association extrême droite, les très méchants, parce que ils se défendent évidemment contre les choix qu'a fait le gouvernement Merkel, qui a porté, vous savez très bien, des millions d'immigrés dans le pays. L'Allemagne est submergée avec tous les problèmes aujourd'hui qu'elle connaît, qui sont incroyables. Je sais pas si vous avez vu encore. C'est quand même des choses qui devraient nous interpeller. La justice allemande a entériné la décision que, en fait, les fameuses patrouilles de charia étaient tout à fait légales. Voilà. Donc c'est des gens qui se baladaient avec vous savez, des vêtements charia police. On a vu ça donc en Allemagne. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées et la justice allemande a estimé que ces gens-là, en fait, ne contredisaient pas le droit. Vous voyez le fameux piège. Donc en fait, il n'est pas interdit d'aller faire chier les gens dans la rue s'il y a un mec qui est là avec une bouteille de bière. Toi tu bois pas, toi tu fumes pas, et puis toi t'es pas habillé comme il faut, et toi tu ressembles à je sais pas quoi, etc. Donc ça, apparemment, les Allemands l'acceptent, et qu'on vienne pas me dire qu'on l'accepte ou pas. Ça se passe en Allemagne en ce moment. C'est le résultat de la politique d'immigration voulue par Angela Merkel. Sachant qu'il y a même en ce moment, en Allemagne, des associations d'immigrés qui demandent à ce que le gouvernement allemand modifie la constitution allemande pour y ajouter que l'Allemagne est un pays d'immigration. Voilà où est-ce qu'on en est. C'est tout. Vous prenez ça là, il y en a qui trouvent ça très bien, tant mieux. Mais moi, ce que je dis, c'est que c'est un choix politique. Et c'est pas un choix ethnique. C'est pas un choix à la couleur. Ça, faut que ça rentre dans la tête des gauchistes, parce que vraiment, ils ont du mal, ils confondent à chaque fois culture, nationalité, ethnie, race, tout est un mélange chez eux. Voilà, tout est un espèce de mélange. Quand ils voient migrants, ils se voient eux-mêmes, ils me voient moi. Moi, je suis pas un migrant, qu'on soit très clair là-dessus. Voilà. Non mais parce que les mots aujourd'hui n'ont plus de sens, parce qu'on dit migrant, aujourd'hui migrant, ça ne veut plus rien dire. L'autre, il va dire oui, ton grand-père il est migrant, mais non, c'était pas un migrant. Un migrant, c'est un clandestin. Le grand-père, il est arrivé en toute légalité. Voilà, donc faut quand même remettre les choses en place. Faut que les mots aient un peu de sens, voilà, parce que là, on est dans une période où on prend des mots comme ça n'a plus de sens. Et puis concernant les migrants, bah oui, je suis tellement méchant que je tape sur les victimes, sur les méchants. En tout cas, Erdogan, lui, il menace en ce moment. Dans toute la presse, on voit ces articles. Donc Erdogan, il dit il va ouvrir grand les portes, parce qu'on lui a pas donné cette fric, certainement, avec, vous savez, ces négociations de l'Union européenne. Il avait quand même braqué quelques milliards, visiblement pas assez, ou peut-être qu'on lui a pas donné, je sais pas, mais visiblement, je crois qu'il en a pas pris assez. Et là, il en veut encore. Et puis il dit oui, moi, dans ce cas, je vais lâcher les migrants. Donc on voit bien que tout ça, c'est les migrants, c'est une espèce évidemment, oui, de pauvres victimes, chair à canon, utilisées dans ses ambitions géostratégiques, mais ça a quand même une conséquence. In fine, ce sera l'explosion, la destruction des nations européennes, en tout cas par le chaos civil qui est en train de s'installer un peu partout. Et on a déjà du chaos civil en Angleterre, en Allemagne, en France. En France, il y a du chaos civil, mais on ne peut pas le voir, évidemment, parce qu'on ne vous donnera jamais un tableau global. On ne veut pas vous donner le tableau global. Le tableau global, on ne veut pas le voir. On vous montre des bouts comme ça, de choses qui se passent là, mais on ne vous montre pas un état global des choses. On vous laisse le faire, vous pouvez le faire aussi, c'est très difficile. Nous, pas une suffisamment grande chaîne pour faire des grands reportages, machin, etc., vous montrer tout ça, on essaie de faire ce qu'on peut. Mais il y a un tableau global, et quand vous observez ce tableau global, vous voyez bien qu'il y a une tendance. Cette tendance, elle est générale. Et l'Europe, elle est au cœur, alors là, de ce qui est en train de se passer. C'est évident. Nous sommes, j'ai pas peut-être envie de dire sacrifiés, mais je sais pas.
Hein, migrant officiel, ouais, c'est ça, ouais, migrant officiel, on pourrait dire ça comme ça. C'est marrant les termes, effectivement. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore? Oui, pour parler aussi de des nouvelles, parce que quand même, ça devrait quand même nous inquiéter, parce que vous savez, à la fois l'Allemagne, donc, elle autorise les patrouilles de charia. En Angleterre, elle, c'est plutôt l'inverse. Alors en Angleterre, elle est prise entre deux feux. C'est le droit anglais, c'est à la fois ils essayent de combattre, évidemment, cette montée d'une islamisation politique, mais folle en Angleterre, qu'avait comme tête de pont, on le sait, le prédicateur Anjem Choudary, qu'on a réussi finalement à faire arrêter, mettre sous les verrous. Ce mec-là, quand même, avait des terroristes, était apparenté à tout un tas de gens, mais incroyables, les frères musulmans, etc. Bon, on va pas refaire la liste. Vous vous intéressez à ce personnage, vous allez voir. Et c'était incroyable. Il faisait des prêches haineuses, il avait une influence terrible, il faisait des cours, etc. Enfin, il avait un pouvoir terrible. Et il profitait évidemment de cette liberté qu'offre le système anglais de pouvoir s'exprimer. Et donc on ne pouvait pas l'arrêter. Et il enflammait les foules comme ça. Il a sévi pendant des années dans des manifestations absolument incroyables. Et ils ont réussi à faire imposer à l'Angleterre des tribunaux islamiques dans les quartiers musulmans. En Angleterre, il y a des tribunaux islamiques. Donc c'est quand même assez hallucinant. Enfin moi je sais pas. Donc il y a des endroits où comment on appelle ça, les actes civils sont décidés par un juge d'un tribunal islamique, un juge musulman. Donc ce qui n'est pas le juge traditionnel du droit anglais. Vous voyez, c'est eux qui nomment leur juge. C'est pas. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et quand les groupes dénoncent ça, quand on vous explique ça, que ça est en Angleterre, les gens vous traitent de raciste. D'ailleurs, à un moment donné, il faudrait comprendre raciste et islam. L'islam n'est pas une race. Quand bien même, en plus, on trouve de toutes les races. Donc ce n'est pas du racisme. C'est quelqu'un qui vous explique son pays est en train de changer et qui n'accepte pas la direction dans laquelle il va. Et c'est ce qui se passe en Allemagne, c'est ce qui se passe en Suède, c'est ce qui se passe en Angleterre. Erdogan, je vous dis, qui menace. On sait que les services de renseignement de l'armée française sont au fait absolument justement de ces, on va dire, de ces mouvements migratoires. Ils en ont parfaitement conscience. Ils ont complètement identifié les réseaux. On a relayé un article là-dessus qui est impressionnant et plutôt aussi inquiétant, puisqu'on nous dit qu'il y aura 1 million de migrants en Libye prêts au départ, justement avec ces organisations donc qui organisent la traversée. Puis ils sont très organisés, ils mettent des bateaux, les bateaux quittent la Libye, puis ils appellent les gardes-côtes italiens pour dire on a largué un bateau, puis évidemment les passeurs s'en vont laissant ce bateau aux mains des autorités italiennes, etc. C'est comme ça que ça se passe, vous voyez. Donc il y a toute une organisation derrière. Donc à un moment donné, oui évidemment les erreurs qui ont été commises, ça c'est clair. Les responsables comme Sarkozy, vu qu'il a été battu, maintenant ce serait bien que les juges ouvrent une enquête et s'intéressent à cette question. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette guerre en Libye? Quelles sont ses responsabilités? Puisqu'aujourd'hui c'est un des éléments aussi qui fait qu'on en est à cette situation-là. Donc il a une responsabilité écrasante, comme Juppé d'ailleurs, qui est ministre des Affaires étrangères, je rappelle, parce que il se disculpe beaucoup de cette question. On voit bien, Juppé, il faut oublier un peu, mais il a quand même été ministre des Affaires étrangères. Il est au cœur, sans compter, membre du siècle, French American Foundation, etc. On sait qu'il est à Bilderberg, qu'il a des connexions comme ça avec les grands réseaux internationaux mondialistes, ça paraît plus qu'établi. Mais en plus de ça, quand vous analysez le fond de Juppé, de toute façon, de ce qu'il veut ramener, on voit bien que c'est une espèce de mondialisme multiculturel, au centre, d'ailleurs, qui parle plus du tout aux électeurs de droite. C'est pour ça qu'ils ont tous voté Fillon. Mais Fillon, c'est demain l'élection. On sait qu'il sera probablement élu. Il a tellement une avance confortable, sans que les médias auraient pu le prévoir. Ça aussi, c'était quand même assez comique de voir à chaque fois comme ça et de les voir pris au dépourvu. Mais puis Fillon, il arrive avec son programme. Fillon, en plus, si on analyse pourquoi il a connu un succès, si on voit la ligne Fillon-Juppé, Juppé, clairement, il nous fait un discours centriste de gauche, limite. Il se trompe, il aurait peut-être fallu faire ça, à la limite, s'il est au deuxième tour, là, il parle à tout le monde, mais espèce de truc comme ça, à des électeurs de droite, s'ils en veulent pas. Fillon, lui, il a été beaucoup plus incisif, évidemment, sur les problèmes d'identité, je dirais
ce qui touche profondément les gens sur les questions de la culture française et de la France, quoi. Vraiment, c'est ça qui était vraiment marquant entre les deux. Après, le programme économique de Fillon, on a bien compris, c'est application des GOPÉ, hein, les grandes orientations de politique européenne, voilà, je te fais des coupes à 100 milliards dans le budget de l'État, 500 000 fonctionnaires en moins. D'ailleurs, il est contradictoire parce qu'il dit je vais rajouter des flics, mais je vais enlever des fonctionnaires, donc on va les enlever où? Je vais améliorer la santé, mais je vais enlever des fonctionnaires, comment on va faire? Je vais améliorer l'école, mais je vais enlever des fonctionnaires. Alors je me demande, où est-ce qu'on va prendre tous ces fonctionnaires qu'on va enlever, en prétendant ensuite qu'on va remettre des services publics sur les rails. Ça me paraît complètement fou. En plus, Fillon a fait référence à Milton Friedman, à toutes, évidemment, vous connaissez cet économiste, hein, les Chicago Boys, avec ses techniques. Je vous invite à aller voir le film de Naomi Klein, La stratégie du choc. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'il propose pour la France. C'est un remède de choc, puisqu'il dit en 2 mois, pendant l'été, il appliquera toutes les mesures, il servira du 49.3, il a dit de toutes les mesures antidémocratiques de notre constitution pour nous imposer un programme. Mais alors, là, c'est ce qui s'est passé en Grèce. C'est plus, on vous coupe les cheveux si on y va à la hache, hein, et on vous ampute les membres direct. Voilà. Donc, au moins, la question est claire. C'était exactement, d'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent, c'était le programme de Sarkozy en 2012. Parce que Sarkozy, quand il s'était présenté en 2012, il était arrivé avec un programme, c'était à la hache, hein, c'était pareil, hein, il a expliqué, voilà, je vais couper partout, c'est ce qu'il avait expliqué. Bon, ça lui a pas porté chance. J'espère que l'histoire se répétera. Ça lui portera pas chance. En tout cas, c'est marrant parce qu'il va se retrouver avec, comme on le prédit, pareil, les prédictions, elles ne valent rien à l'heure actuelle puisque rien n'est joué. On ne sait même pas encore qui va se présenter, etc. Mais donc, dans les prédictions que tout le monde nous fait, le 2e tour entre le candidat de l'UMP et le Front National, ce sera amusant de voir que finalement, on va se retrouver avec un Fillon, voilà, dans cette éventualité-là, un Fillon qui promettrait à la fois donc supralibéralisme, choc, fin du système social, il a dit fin des 35 heures, retraite à 65 ans, plus de fonctionnaires, etc. Un programme d'une droite mais dure, libérale totale, avec une ligne pareille sur l'identité, voilà, pseudo-conservatrice, catho, la famille, machin. Et puis on aurait une Marine Le Pen qui serait, alors on en parlera justement, elle aussi, on va dire, sur la ligne identitaire, la France, etc. Mais alors par contre, sur un programme économique, complètement gauchiste, complètement à gauche par rapport à Fillon. C'est l'État qui investit, qui rachète, voilà, qu'on repart sur des grandes entreprises. Ils ont le mot État stratège, ils nous répètent tout ça, tous les comment dire, les représentants du FN, on les entend sur toutes les télévisions, c'est vraiment le mot de la communication, État stratège, voilà. Donc c'est l'inverse du Fillon, hein. Le Fillon, c'est l'État qui se retire, hein. L'État disparu, eux c'est l'État stratège. Donc avec un problème qui est plutôt de gauche, quoi, en fait, quoi. Et donc ça va être marrant de voir que finalement sur les problématiques économiques, on aura une Marine Le Pen de gauche et un candidat de droite. Et là on se demande, les gauchistes, vous allez faire quoi? Parce que là quand il y aura les petits fonctionnaires, voilà, tous les gens qui travaillent dans l'éducation nationale, tous ceux qui sont dans la médecine, dans la santé, tous ceux qui travaillent, hein, dans la fonction publique territoriale, dans les conseils généraux, les conseils régionaux, etc., etc. Tous ces gens-là, ils vont voter pour qui? Est-ce qu'ils vont voter pour un Fillon qui leur promet l'horreur, hein, travailler plus pour gagner moins? Il le dit clairement. Alors on avait le travailler plus pour gagner plus de Sarkozy, on est à Fillon maintenant, c'est travailler plus pour gagner moins. Voilà. Et donc ces gens-là, imaginons s'ils ont ce choix entre ça et Marine Le Pen qui leur dit je vais investir, je vais donner la priorité française. Oula, quelque chose d'horrible, hein, parce que j'ai vu qu'ils ont même attaqué un député européen du Front National pour avoir pris une position pour la préférence nationale. Enfin, vous voyez, c'est surréaliste. Hein, donc, des préférences nationales que d'ailleurs Theresa May, elle va mettre en place en Angleterre, hein, au passage, pour ceux qui se posent la question. Parce que c'est même au cœur de son programme. Donc voilà. Donc Fillon, d'ailleurs, voilà, qui s'inspire de Thatcher. Moi, je pense que tout ça, ce sont un peu des vieilles lunes. Je crains que, évidemment, pour Fillon, ça va être difficile sur cet aspect économique. Mais bon, tout jouera peut-être justement sur aussi après les aspects identitaires, communautaires. Et là, pour le coup, d'ailleurs, c'est marrant de voir que Marine Le Pen continue encore à fond la dédiabolisation, parce qu'on savait que c'était sa grande politique. Et elle se place presque à gauche. On a vu son logo avec une rose. Alors la rose bleue, hein, tout un mythe autour de la rose bleue. Bon, c'est vrai, c'est pas très enjoyeux, je sais pas.
le drapeau français a disparu, une espèce de truc soft. Ils ont enlevé évidemment le mot Front National, le mot Le Pen. Alors il s'agit d'une stratégie politique, hein, on sait très bien, c'est une espèce de dédiabolisation, à l'extrême, faire oublier tous les symboles, le Front National a disparu, le drapeau bleu, blanc, rouge aussi aux oubliettes, le nom Le Pen surtout pas. En fait, il ne reste plus que Marine, voilà, une rose, et une femme. Peut-être qu'ils veulent miser tout sur le fait d'une femme et pas le fait d'un parti, séparer l'image de Marine Le Pen à la fois de Le Pen, du nom Le Pen, et donc du père, hein, et du Front National lui-même, inspiré aussi par le père. Donc rupture totale, et on va voir si ça paraît dans les urnes. En tout cas, je sais que pour ce qui est des gens qui voteraient traditionnellement Front National, ils s'interrogent beaucoup sur cette stratégie politique menée en ce moment par le FN, qui pourtant, d'un point de vue des idées, on pourrait dire qu'ils ont gagné la bataille idéologique. Hein, parce que la bataille idéologique qui a été menée sur toutes ces thématiques, elle a été gagnée dans la mesure où aujourd'hui tout le monde en parle. Il n'y a plus un seul parti qui, même si c'est pas pour avoir forcément les positions où va avoir le FN, mais en tout cas ils vont prendre le sujet en compte. Ce qui signifie que pour moi la bataille idéologique, quelque part ils l'ont gagnée, puisqu'ils ont réussi à imposer leurs idées. Hein, et pas l'inverse finalement. Donc donc c'est plutôt positif. Mais c'est peut-être pas le moment justement pour elle de se centrifier, puisqu'elle en a plus besoin, puisqu'elle a déjà gagné le combat. Mais bon, ça c'est des choix politiques. Tout ça c'est ce qui va jouer dans les qui va venir, hein, dans les quelques mois qui vont être déterminants. Puis de toute façon, on en est qu'au début, on ne sait pas encore la liste définitive des candidats, on ne sait pas encore tout ce qui se passe de côté de la gauche qui va s'éclater probablement en morceaux. On a la candidature de Macron, on ne sait pas par qui il est soutenu, il a refusé de donner la liste de ses donateurs. On sait qu'il a quelques millions d'euros apparemment de pactole, hein, pour commencer sa campagne, mais même Benoît Hamon l'a mis au défi, en tout cas par la presse, de fournir la liste des donateurs, et ce qu'il a dit qu'il ne le ferait pas. Peut-être peur qu'on y découvre la banque Rothschild, la banque Lazare, Patrick Drahi et autres, hein, et tous les gens qui sont probablement derrière lui, puisqu'il qui se présente comme le candidat anti-système. Ça fait quand même rigoler, hein, que ces gens qui se présentent comme le candidat anti-système, un ancien banquier de la banque Rothschild. Enfin bon, ça pèse quand même lourd dans le CV, quoi. Et puis après, en plus, Macron, encore, il dirait des choses absolument révolutionnaires, machin. Non, Macron, espèce de libéral, mondialiste, qui nous sert son projet de la soupe. Pour moi, tout ça, c'est un feu de paille, c'est un feu médiatique monté par les médias tous les jours. C'est quand même extraordinaire, hein. Tous les jours, on vous fait la chronique Macron. Hein, vous mettez les chaînes, hein. Moi, je suis obligé, je regarde les journaux des chaînes pour voir un peu ce qui est traité, les températures, et ça me fait halluciner de voir tous les jours, je vous assure, un sujet sur Macron. Hein, Macron est parti dans tel truc, Macron va visiter une boulangerie, Macron a parlé à des habitants de machin, etc. Puis ils font un sujet, ça veut dire quand même, on va déplacer une équipe, machin, etc. Puis toujours, hein, même quand il a fait sa présentation présidentielle à Bobigny, c'était devant un parterre de journalistes. Hein, je me demandais qui étaient tous ces gens. En fait, apparemment, les 200 personnes sont des journalistes, et les habitants ont été priés de rester à la porte. Hein. C'est encore un beau coup d'éclat à Bobigny, je fais ma déclaration en banlieue. Hein, je suis un proche des gens, évidemment. Bon, tout ça me ressemble beaucoup pour moi à un feu de paille, et le feu de paille Macron qu'on nous vend comme ça. Alors, il y a peut-être des gens qui vont y croire. Il y a beaucoup de trolls internet. Nous aussi, on en a beaucoup. Hein, j'ai remarqué qu'ils viennent nous voir. C'est des gens qui sont payés, vous savez, pour mettre des commentaires, parce qu'il y a des gens qui disent c'est peut-être le soutien de Macron, mais on n'y croit pas du tout dans les commentaires. Par contre, je crois que c'est des mecs ils ont dû toucher de l'argent pour dire une connerie pareille, parce que je vois pas comment on peut raconter des conneries pareilles. Voilà. Oui, on me dit Poutou, je sais pas. En tout cas, oui, à gauche, il y aura certainement, il y a Mélenchon déjà, hein, forcément. Mélenchon, il prend des points, parce que Mélenchon, il est en train de puiser, je vous dis, toutes les idées, justement, de cette nouvelle opinion publique, qui s'inspire, il se fait du Chouaro à Célinisme, il va puiser des trucs chez Chouard, chez Asselineau, ça se voit, la constituante, hein, c'est son grand projet, puisqu'il a dit, la première chose qu'il fait, il convoque une constituante de citoyens, etc. Ce qui, je trouve, excellent, hein. Attention, je trouve ça excellent d'un point de vue politique. Évidemment, je suis entièrement d'accord. Il propose
tout ce qui est référendum populaire, etc., de faire entrer peut-être une chambre tirée au sort de citoyens. Donc, vous voyez, tout ça, c'est vraiment les idées de Chouard. Et puis, on le voit sur le versant Asselineau, il est de plus en plus critique sur l'Europe, sur l'OTAN, sur l'influence de l'Amérique, sur machin, etc., des thématiques qu'il est presque le seul à développer, avec le Front National, hein, qui sont les deux pendants. Donc, oui, c'est quand même assez incroyable, quoi, que les choses sont en train de bouger. Alors, est-ce un feu de paille, évidemment, alors, dès que vous dites Mélenchon, franc-mac, etc., marxiste et tout, oui, parce que sur les questions, évidemment, alors même les questions immigration et tout, il est en train de bouger, mais bon, il a eu des déclarations assez malheureuses de ce côté-là, mais sinon, ouais, on voit bien que l'échiquier politique, en tout cas, est très, 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 très mouvant, et on voit bien que la nouvelle opinion publique, elle influence de plus en plus directement le débat politique. Hein, il suffit de voir la façon dont Juppé s'en est pris ce qu'il a appelé les signes d'extrême droite, etc. Et le fameux surnom de Ali Juppé qui lui a été décerné, forcément, on voit que ce terme-là, on avait vu tous les photos de Juppé avec des barbes en babouche, etc. tournées un peu partout. Et donc tout ça vient d'Internet, tout ça, c'est cette nouvelle opinion publique. Et encore une fois, elle a démontré sa force en influençant le débat. Et en portant certaines thématiques au plus haut, en particulier les liens obscurs entre Juppé, Tarek Obrou et ses liens avec l'UOIF et les frères musulmans qu'il a jamais vraiment révoqué clairement, etc. Enfin bon, tout ça, en tout cas, ça s'est joué sur les réseaux sociaux, et je pense que ça a démontré que, même pour ce qui est de l'élection française, ils ont intérêt à se méfier. Même Fillon, il a intérêt à se méfier. Son succès, à la primaire, ne veut pas dire que la place lui est acquise et que il aura forcément un boulevard. Non. Moi, je ne pense pas du tout. Au contraire, je pense que c'est le début. Il y aura une grande bataille plutôt qui va se jouer sur le plan économique, sur le plan idéologique, sur beaucoup de choses encore. Et il part avec un énorme défaut. Il a quand même été Premier ministre de Sarkozy pendant 5 ans. Alors, je sais qu'il va expliquer partout que, oui, il a rien pu faire, etc. Il commence déjà à dire, c'est pas de ma faute. Moi, je voulais faire ça, mais je pouvais pas, etc. Bon, on voit déjà la ligne qui va être menée, mais ça ne jouera pas en sa faveur. Parce que, un bilan, faut aussi après l'assumer. Hein. Puis on peut pas venir après dire, mais là, j'y peux rien. Oui, t'étais Premier ministre. Donc, du coup, bon, ça va bouger de ce côté-là. Voilà. Oui, Ali Juppé, en tout cas, oui, moi aussi, ça m'a fait beaucoup rire. Surtout que ça fait, lui-même en a parlé, il a encore évoqué, d'ailleurs, hier soir, le site Riposte Laïque. Moi, je suis l'objet d'une campagne absolument ignominieuse, qui a commencé par m'accuser d'avoir financé sur fonds publics à Bordeaux une gigantesque mosquée qui n'existe pas. Ensuite, j'ai été rebaptisé, si je peux utiliser ce mot, d'Ali Juppé, grand mufti de Bordeaux. Et la dernière campagne, c'est tout simplement une accusation de salafisme et de antisémitisme. Donc sous-entendez voilà, et cette absolument pas. Mais laissez-moi terminer. Absolument pas. Laissez-moi terminer. Cette campagne me fait beaucoup de mal. Et même dans les fils, je lis dans la presse qu'un organisme, une officine qui s'appelle Riposte Laïque, a participé à cette campagne absolument odieuse. Voilà, et c'est dingue, quoi. J'ai vu un article sur Riposte Laïque qui disait, c'est génial, c'est notre attaché de promotion, il nous fait engranger les vues, ce qui est logique. C'est vrai, il joue les attachés de presse. C'est dingue comment, comme ça, les hommes politiques trouvent des démons, mais vous savez, ces démons, c'est eux qui les font monter, qui les créent, hein, c'est tout. Après, ils vont encore s'en plaindre. C'est bien d'avoir des boucs émissaires comme ça, mais c'est juste de l'information, en fait, pour moi, qui a été donnée et que les médias ne donnent plus, hein, parce que quand vous êtes face à des telles lavettes politiques, hein, qui ont pas. Alors ils ont essayé, Pujadas de temps en temps, il essaye comme ça de balancer un truc, mais bon, ça vole pas loin. Hein. Puis on a vu en plus comment ils étaient agressifs, même pendant le débat avec Sarkozy, s'en sont pris aux journalistes. C'était très marquant de voir, un espèce de truc, on va vous mettre à l'amende. Clair. Oui, mais c'est dommage que je sois pas un migrant. Je pourrais gagner 2500 € en retournant au Gabon, effectivement, parce que vous savez que maintenant, on propose de 2500 € évidemment aux migrants, et sans compter évidemment un billet d'avion gratuit
et, il faut le savoir, une aide qui peut aller jusqu'à 10 000 € s'ils souhaitent ouvrir un commerce ou quoi sur place. Donc vous voyez, la politique de remigration, finalement, elle est déjà en place, simplement. C'est un peu du grand n'importe quoi, comment elle est réalisée. Mais tout ça est absolument réel, hein. C'est la France qui a monté ces mesures-là, donc les migrants peuvent repartir chez eux et on leur donne de l'argent. Et puis vous savez très bien ce qui se passe, hein. C'est la même chose avec les Roms. C'était toute une filière, les mecs ils se barraient.